Alors, bonjour à tous. Vous voyez, c'est toujours moi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir finalement pourquoi est-ce que ce webinaire, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer nos pratiques. On verra dans un second temps quels sont les axes de la stratégie nationale bas carbone. Hein, c'est ce que veut dire l'acronyme ici, stratégie nationale bas carbone. Et puis, on fera un tour d'horizon sur l'ensemble des solutions existantes, mais aussi comment faire le tri, parce que l'éco-construction, c'est un terme qui n'est pas défini, qui n'est pas précis, et par conséquent, on a tendance à y voir beaucoup de choses, et pas forcément que du très bon. On fera un focus particulier sur une solution qui nous semble chez Bâtissance optimale, et puis, comme je vous le disais, on aura ce jeu de questions-réponses, auquel j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Voilà, donc on va commencer tout de suite en partant sur pourquoi faudrait-il changer nos pratiques existantes. Et en fait, vous allez voir, c'est très très simple. Il s'agit en gros de faire correspondre ce grand cercle-là avec ce petit cercle-ci. Ce grand cercle-là, c'est la quantité de CO2 émis par la France en 2015. En 2015, on a émis en gros 460 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et notre capacité de stockage de carbone naturel, elle est de 85 millions de tonnes en équivalent CO2. Or, la France s'est engagée à avoir une neutralité carbone en 2050. Et pour ça, elle s'est engagée donc à ce qu'on réduise par un facteur de 6 les émissions, le niveau d'émissions de 1990. Alors malheureusement, depuis 1990, les émissions, elles n'ont pas diminué, elles ont augmenté. Et donc depuis 2015, elles ont d'ailleurs continué d'augmenter. Et donc l'objectif, la neutralité carbone, hein, c'est de ramener ce grand cercle-là, qui pèse donc 460 millions de tonnes, à ce petit cercle-là qui pèse que 85 millions de tonnes. Donc vous voyez qu'on est sur un sujet qui est quand même un sujet très important. D'autant plus que l'année dernière, l'année 2020, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Et malheureusement, elle battait un record qui datait de 2018. Hein, donc on voit que on est plutôt sur un trend qui est croissant et qui est croissant sur les dernières années. Ce n'est pas du tout un fait isolé. La France n'est pas du tout un cas isolé, puisque malheureusement, l'année 2020 a été l'année la plus chaude. Elle a été parmi les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Et avec un trio gagnant qui est 2020 donc, 2019 et 2016. Donc on voit à nouveau que ce réchauffement climatique est déjà bien en cours et quand on voit effectivement la symétrie entre la quantité de CO2 émis, enfin les gaz à effet de serre en fait, hein, malheureusement, et puis ce qui est capable de stocker la nature, on comprend bien qu'on a un gros problème. On a un gros problème et le bâtiment a une cause, est l'une des causes majeures parce que vous voyez là, il émet donc 19% de la quantité de CO2 émis par la France, sauf que ça, c'est l'énergie d'usage du bâtiment. La construction du bâtiment, elle est quelque part inclue dans l'industrie. Et quand je fais la somme des deux, en fait, la construction et l'usage des bâtiments représentent un tiers des gaz à effet de serre en France chaque année. D'accord? Donc un tiers. Donc on voit que la construction est un sujet majeur et qu'on ne peut pas traiter cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 si on ne parle pas d'éco-construction. Hein, c'est juste impensable. Et ceci d'autant plus que en fait, malheureusement, ça s'est accéléré. Alors là, je vais vous parler de quelque chose que moi j'appelle le syndrome Tesla. C'est que, en fait, on est une espèce de course en avant pour faire des économies d'énergie d'usage, qui est la partie en rose que je montre ici. Mais on le fait au détriment de l'énergie grise de la construction. Et c'est pour ça que j'appelle ça le syndrome de Tesla, parce que finalement, acheter une Tesla ou acheter une voiture électrique, c'est bien en termes d'énergie d'usage, hein, puisqu'elle consomme effectivement beaucoup moins. Cependant,
il faut quand même prendre en compte l'énergie nécessaire pour la fabrication de ce véhicule, pour la fabrication de ce bâtiment en l'occurrence. Hein, et donc, cette course en avant est assez dangereuse, surtout que l'on sait que sur la durée de vie d'un bâtiment, qui est en gros de 50 ans seulement, la construction pèse pour 60% de l'ensemble de l'énergie nécessaire qui va être utilisée pendant l'intégralité de sa durée de vie. C'est ça l'énergie grise. Donc 60% est dû à sa construction et seulement 40% à l'usage. Donc ça veut dire quand même que ici, dans la pièce dans laquelle je suis, avant d'avoir allumé la lumière, hein, avant d'avoir mis la clé dans la porte, vous avez déjà, pendant la totalité de sa durée de vie, balancé dans la nature 60% de la totalité de l'énergie qui va être utilisée pendant la totalité de sa durée de vie. Donc on voit que l'éco-construction, c'est bien de penser au LED pour d'éteindre la lumière après, mais il faut quand même traiter le vrai sujet qui est la construction. Voilà, et c'est pour ça que la seule solution finalement qui serait durable, soutenable, c'est une solution dans laquelle l'énergie grise deviendrait quelque part positive, dans le sens où les bâtiments, au lieu de consommer de l'énergie, seraient des puits de carbone. Hein, et où on voit que, en fait, l'énergie d'usage diminue encore, et l'objectif à l'horizon 2050, c'est que l'ensemble des bâtiments soient au niveau BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, mais que la construction ait nécessité tellement peu d'énergie qu'au global, on soit sur une notion de puits de carbone. Vous avez probablement entendu parler de ce que l'on appelle des passoires thermiques, les passoires énergétiques. On est typiquement sur des bâtiments qui ont été construits dans les années 60, 70, 50, et qui consomment 400 kWh par mètre carré et par an. D'accord ? Donc on est sur cette partie-là où vous voyez que l'énergie d'usage est très importante. Depuis le début de notre 21e siècle, on s'est rendu compte de ça et donc on a voulu baisser ceci. Et typiquement donc un bâtiment BBC, donc bâtiment basse consommation, théoriquement, en moyenne, devrait consommer environ 50 en moyenne, 50 kWh par mètre carré et par an. D'accord ? Donc on passe de 400 à 50. Donc on voit qu'on fait un énorme gap. Une maison passive, contrairement à ce que le nom pourrait indiquer, consomme 15 kWh par mètre carré et par an. Hein, donc on voit que passer de 400 à 15, le gap est quand même très important. Mais à nouveau, concentrons-nous sur le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la construction. Enfin, l'un des gros sujets, c'est la construction. Alors, une fois que je vous ai dit ça, on va donc préciser finalement la stratégie nationale bas carbone. Hein, c'est ce que veut dire cet acronyme, stratégie nationale bas carbone. Elle définit, pour résumer, finalement 3 axes. Un premier axe sur la construction, que l'on veut bas carbone, justement. Donc c'est intéressant de noter qu'on n'est pas dans une logique de puits de carbone, on est dans une logique où on essaye de diminuer au maximum, on essaye de diminuer l'énergie nécessaire pour la construction en essayant qu'elle soit bas carbone, mais pas carbone positif. Le deuxième axe, donc bas carbone sur la construction. Deuxième axe, c'est évidemment bas carbone sur l'usage. Hein, donc c'est isoler encore mieux les bâtiments, d'où l'objectif de rénovation du parc, avec l'idée qu'en 2050, l'ensemble des bâtiments soient au niveau BBC. Et puis le troisième axe, qui est intéressant et qu'on oublie parfois, c'est d'avoir des bâtiments durables. Sous-entendu que j'utilise des matériaux durables. Si j'utilise un isolant qui, au bout de 10 ans, s'est affaissé dans mon mur et laisse 20% de surface en haut vide, vous ne le verrez pas parce qu'il sera caché derrière un placo. Mais effectivement, l'efficacité est très moyenne, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, 3 axes. Bas carbone sur la production, bas carbone sur la production, c'est-à-dire la fabrication, la construction, bas carbone sur l'usage, et puis des éléments durables, pour éviter d'avoir à refaire tout le temps. Ce qui ne va pas forcément dans le sens de l'industrie, évidemment. Alors, une fois que je vous ai dit ça, on va regarder ensemble
quelles sont les solutions qui existent et qu'on nous présente comme étant de l'éco-construction. Alors, on vous en présente ici un certain nombre. Alors, vous avez effectivement le bois. Le bois est un matériau extrêmement qu'on utilise pour la construction depuis des siècles, voire des millénaires, et qui a fait ses preuves parce qu'on a des bâtiments en bois qui sont toujours là et qui défient les siècles. On a, pour la partie structure, la terre crue qui fait un retour en grâce. La terre crue, finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on peut penser. C'est du pisé. Le pisé, c'est de la pierre qui est compressée entre deux branches. On presse de la terre et en fait, cette terre qu'on aura qualifiée préalablement, en fonction de sa quantité d'argile, va devenir une espèce de béton de terre, du pisé. Et puis, vous pouvez mélanger, vous pouvez y rajouter aussi d'autres éléments, mais voilà, cette technique fonctionne assez bien. Elle a à nouveau, on est en train de la redécouvrir parce qu'elle a de grande qualité. Et à Lyon, d'où je suis, on a fabriqué des arches qui montent jusqu'à 9 mètres en pisé, en terre crue comme ça. Donc, on arrive à faire des choses très intéressantes avec. Alors, on nous présente aussi comme étant de l'éco-construction la brique monomure ici, du béton de chanvre là. Alors, c'est du chanvre dans lequel on a mélangé de la chaux, qui nous permet d'avoir un béton de chanvre qu'on va présenter soit banché, soit en brique. Le béton cellulaire qui va être un béton gaz, c'est-à-dire que c'est un béton dans lequel on va emprisonner de très nombreuses petites bulles de gaz. Voilà, ça c'est pour la partie structure, mur porteur. Et puis si on parle des isolants, donc on a le chanvre à nouveau qu'on va pouvoir utiliser, qui est un produit naturel pour le coup agricole. On a la paille qui est très intéressante. Parce qu'elle est pour un certain nombre de raisons qu'on verra peut-être tout à l'heure. Et puis on a la ouate de cellulose aussi qu'on nous présente comme étant de l'éco-construction, qui est intéressante parce que c'est du papier recyclé, et donc c'est un produit qui est industriel, et par conséquent, voilà, on a une filière. Dès qu'on est sur un produit industriel, on a des filières qui sont en place avec la capacité de produire. Voilà. Donc on voit qu'il y a plein de choses, et puis c'est pas limitatif. Mais la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est comment est-ce que je peux faire le tri? Et finalement, si on me présente des choses en disant c'est de l'éco-construction, comment se faire sa propre opinion et vérifier qu'on n'est pas en train de nous vendre n'importe quoi. Alors, l'une des façons de prendre en compte, d'avoir un critère objectif pour pouvoir qualifier le caractère écologique des matériaux de construction, finalement, c'est l'énergie grise. C'est l'énergie nécessaire pour la production de ce matériau et sa mise en œuvre. Et vous voyez sur ce schéma que malheureusement l'écart type est très significatif entre la botte de paille que vous avez ici, qui est extrêmement abondante et qui va nécessiter extrêmement peu d'énergie parce que finalement il suffit de la couper, de la compresser en botte, donc, puis de la mettre en œuvre dans une ossature bois. Donc on est à 1 kWh, l'unité c'est 1 kWh par mètre cube. À l'inverse, à l'autre côté du spectre, on a la brique monomure qu'on voyait tout à l'heure, qui est à 600 kWh par mètre cube. Donc on voit que l'écart, on a un rapport de 1 à 600, on n'est pas à plus ou moins 20%, on est sur quelque chose de très important. Le béton de chanvre, auquel on aurait pu penser qu'il est un produit assez naturel, certes, et pourtant il a un poids carbone qui est en énergie grise qui est important, 450 kWh, pas un poids carbone, pardon, un poids en énergie grise qui est important. Le bois aussi malheureusement nécessite, pour être coupé, pour être débité, pour être mis en œuvre, nécessite de l'énergie grise et de façon un peu significative. Alors, sachant que dans le bois, entre un bois qui vient du Brésil et un bois qui est local, entre un bois qui est massif et un bois qui a été émietté et qui est en panneaux compressés, vous avez un écart type qui est là aussi très important. Un bois de charpente, on est à 150 kWh par mètre cube. Donc, on peut descendre pas mal. Mais on a utilisé 330 qui est une moyenne que l'on trouve dans la littérature. Et le béton cellulaire qu'on évoquait tout à l'heure est à 200.
Oui. Donc, on est quand même sur un rapport entre de 1 à 4 entre le béton cellulaire et puis, enfin de 1 à 7, pardon, entre le béton cellulaire et la terre crue, et qui font globalement la même chose. Hein. Un autre critère qu'on pourrait prendre en compte pardon, pour savoir de quoi on parle et s'assurer qu'on est bien sur de l'éco-construction, ça serait de prendre en compte, en plus de cette énergie grise, la logique de puits de carbone. Est-ce que le matériau que je vais utiliser, il va capter du carbone durablement? Alors évidemment, tous les produits industriels hors la boîte de cellulose à base de bois ne captent pas de CO2. En revanche, on voit que le béton de chanvre en capte de façon significative. Le bois est le champion de toute catégorie, puisqu'il va mettre de nombreuses années à grandir, donc il va capter et il va conserver ce CO2 voilà, pendant la durée de vie de la construction. Donc on voit que le bois est un grand champion. La boîte de cellulose, et pour les isolants, donc boîte de cellulose, le chanvre et la botte de paille sont intéressants en termes de captation de carbone. Une fois que je vous ai dit ça, voilà, là on va regarder l'écart type que l'on trouve sur les matériaux dits de construction. Donc la partie gros œuvre. Hein, on voit qu'on a entre le parpaing qui est à 350 kWh par mètre cube, le béton qui est à 500 et le béton armé qui est à 1850. Voilà. Là, on est sur la structure traditionnelle qui fait qu'on en est là aujourd'hui. On a à l'inverse donc des briques en terre cuite qui sont à 450, donc on voit que c'est quand même assez important. Et puis à l'inverse, une brique de terre crue est à 120 kWh. Donc on voit que on est capable de faire des choix. Il ne s'agit pas de dire on ne fera plus rien en béton, on ne fera plus jamais rien en béton armé. Les tours de haute hauteur ont un cœur qui sera en béton armé, forcément, c'est la réglementation française. Cependant, il faut essayer de le limiter au maximum parce qu'on voit qu'on est capable de diminuer grandement le poids en énergie grise des matériaux. Donc ça, c'est pour la partie structurelle. Et pour la partie isolation, j'ai grisé la zone. On voit aussi qu'on a à nouveau un écart type qui est très important. Tout en bas, vous avez le polystyrène expansé qui est malheureusement, en tout cas c'est comme ça, utilisé de façon massive en isolation par l'extérieur, parce que c'est un matériau qui est léger, qui est à nouveau industriel. Malheureusement, il a une énergie grise au mètre cube qui est de 500 kWh. Et à l'inverse, vous voyez ici, vous avez la paille. On est à quasiment rien, donc c'est 1, c'est pas 0, mais donc vous voyez qu'on a à nouveau des écarts types qui peuvent être très importants. Et puis qu'il faut parfois se méfier parce que, vous voyez, vous avez le liège, vous dites, c'est naturel. Oui, sauf qu'il est expansé, donc il y a un traitement industriel, il est en panneau, donc c'est tout à fait différent. La ouate de cellulose en vrac, vous êtes évidemment sur rien. Dès que vous êtes sur la ouate de cellulose en panneau, eh ben oui, on est à 150. Donc, je pense qu'on est sur un critère assez objectif et nécessaire qu'il faut prendre en compte. Moi, je vous propose d'avoir 4 critères pour définir si on parle vraiment d'éco-construction. Le premier, c'est l'énergie grise. Associée à la durabilité, finalement, parce que si je fabrique pour 5 ans, pour 10 ans, si l'isolant que je vais utiliser, il a une durée de vie de 10 ans, il ne supporte pas l'humidité, par exemple, il ne supporte pas les rongeurs, enfin plutôt les rongeurs l'adorent, à l'inverse, et bien forcément, je vais être obligé de le renouveler. Donc finalement, si je fais une économie de 20% d'énergie grise, mais je suis obligé de le renouveler tous les 10 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, énergie grise en critère numéro 1, durabilité, il faut construire pour longtemps. L'efficacité, là je parle effectivement d'un isolant, mais est-ce qu'il va être efficace? Quel est le R, le coefficient d'isolation? Est-ce que j'ai intérêt, si je construis pour longtemps, à ce que l'environnement soit donc durable, mais aussi efficace, que son efficacité en termes d'isolation ne chute pas dans le temps. Et puis le dernier critère qu'on a vu, c'est la logique de puits de carbone, puisque là c'est binaire. Est-ce que
Est-ce que mon bâtiment, à la fin, il va capter du carbone ou est-ce qu'à l'inverse, il va en émettre? Voilà. Alors, sur ces 4 critères, je vous propose de faire un focus sur une solution qui nous semble chez Bâtissance optimale. Et donc, on va pouvoir mettre fin à ce suspense sur cette solution optimale. Mais juste avant, j'aimerais vous poser la question de savoir, selon vous, quels sont les critères qui favorisent le confort dans l'habitat? L'habitat peut être un logement, le confort dans un logement ou le confort dans un bureau. Tertiaire, c'est pareil. Donc, d'après vous, je vous invite à retourner sur le chat, ce que je vais faire aussi. Voilà, c'est là. Alors, s'il vous plaît, d'après vous, quels sont les critères qui favorisent le confort? Alors, merci Agnès. Oui, la température ambiante, c'est sûr. S'il fait très chaud ou très froid, ça va tout changer. Alors, Sandrine, merci aussi. L'isolation phonique, c'est un vrai gros sujet. Briac, les matériaux utilisés, c'est certainement pour la conséquence que ça va avoir. Alors oui, Marc, effectivement, très intéressant. Le degré d'hygrométrie, hein, c'est-à-dire le niveau en gros, l'humidité, le pourcentage d'humidité hein, de l'air. Et on va attendre qu'Eric réponde. Et puis, ah oui, la température. Alors, je retourne sur mon diapositive. Alors, et oui, donc je mets fin à ce suspense en dévoilant qu'effectivement, chez Bâtissance, on va vous expliquer pourquoi on pense que la botte de paille, elle est juste magique et elle permet des choses incroyables. On va le préciser. Alors, tout d'abord, en termes de confort. Donc, vous avez parlé de température, Agnès. Typiquement, voilà, on a un R, donc un coefficient d'isolation qui est supérieur à 7. Alors, la botte de paille, c'est un rectangle. En l'occurrence, nous, on le prend dans le sens de la largeur fine. Elle n'est pas à plat. On n'est pas dans une logique de paille porteuse. On a une logique d'ossature bois, isolation botte de paille. Donc, la paille est comme ça. On est sur une épaisseur de 37 cm. Et on obtient un R de 7, supérieur à 7. Et donc ça permet, ça c'est un isolant qui est extrêmement fort, extrêmement bon. On est au niveau d'une maison passive. Hein. On est capable, avec des bottes de paille, d'obtenir un niveau de confort tel que la consommation d'énergie, c'est tellement bien isolé que la consommation d'énergie est tellement basse qu'on est au niveau du passif. Ça, c'est grâce à la densité qui est très élevée du matériau, entre 80 et 120 kg par mètre cube. Cette densité élevée de ces brins de paille, elle va aussi permettre qu'on a un déphasage thermique qui va faire que le flux de vapeur va mettre 15 heures à traverser le matériau botte de paille. Et ça va être extrêmement utile l'été. Il ne vous aura pas échappé, donc on a de plus en plus de canicules. Et donc, se dire que quand au pic de la journée, aux alentours de 16 heures, au niveau de chaleur dans mon mur, en fait, finalement, je suis à 1h du matin. Hein, 16 moins 15, 1h du matin. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir un très grand déphasage thermique. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la botte de paille. Alors, Sandrine, merci beaucoup d'avoir insisté sur ce sujet. La botte de paille aussi permet un confort phonique parce que elle permet d'avoir une absorption de 45 décibels des sons. Et je vous partage le fait d'avoir visité un bâtiment qui sortait de terre en bois paille, ossature bois isolation botte de paille. Et c'est très étonnant parce qu'il n'y avait pas de meubles, pas de rideaux, des fenêtres, donc tout ce qu'il faut pour que ça résonne, pour que ça ait réverbération du son. Et pourtant, il n'y avait pas d'écho. Et ça, c'est bluffant. Je vous partage aussi le confort d'été. Là, j'ai visité une maison comme ça passive. Il faisait 36 degrés sur la terrasse. À l'intérieur, il faisait 24. Mais pas un 24 avec de la clim, avec des trucs qui vous tombent sur les épaules. Non, un 24 naturel. Et c'était délicieux.
délicieux. Et merci, je crois que c'était Marc qui avait parlé de ça. On a aussi une qualité qui est extrêmement intéressante dans la botte de paille, c'est qu'on obtient une perspirance, c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'humidité, au flux de vapeur d'eau, de traverser le mur. Et par conséquent, de gérer naturellement l'hygrométrie. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que... Voilà, hop, 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 hop. Non, voilà, je voulais arriver là. Ça, c'est des dessins que nous donne l'ADEME et qui nous disent que globalement, voilà, pour qu'on se sente en situation de confort, il faut que l'humidité soit en gros entre 35 et 60% d'humidité. Si elle est supérieure à 60% d'humidité, eh ben, en fait, on ne se sent pas bien, on a froid. Hein. Et on connaît tous les froids humides, hein, on sort, on est comme ça. Et puis pour ceux qui pratiquent le hammam, on sait aussi que quand il fait chaud et que le taux d'humidité est très important, c'est aussi très pénible. Or, chacune des personnes, lorsqu'on respire, émet entre 40 et 70 grammes d'eau par heure. Hein, il faut quand même savoir que ça, c'est important parce qu'une douche, c'est 200 grammes par heure. Et une casserole en ébullition, c'est 400 grammes. Donc finalement, que vous soyez au bureau et qu'il y ait pas mal de personnes, on va émettre pas mal de vapeur. Le logement aussi va émettre pas mal de vapeur. Donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on gère ce flux ? Et souvent, malheureusement, les bâtiments ont de l'humidité qui est trop importante. Donc, ça ne participe pas au niveau de confort. Et donc, le fait qu'on ait une paroi qui soit perspirante est extrêmement intéressant et participe à cette perception de confort. Voilà pour la partie confort. Donc, on voit que c'est quand même au top. Hein. Et c'est vrai que ce matériau permet des niveaux de confort qui sont inégalés. Parce qu'il combine l'ensemble de ces caractéristiques et c'est inégalé. Pour la partie écologique, donc la partie éco, elle peut paraître évidente, mais en fait, évidemment, on est sur la captation de carbone. Hein, on stocke, tant que la paille ne se décompose pas, elle va stocker le carbone qu'elle aura, que grâce à la photosynthèse, il aura permis de grandir. Donc, elle va garder 14 kg de CO2 par mètre carré. C'est un matériau qui est extrêmement abondant. Et il faut savoir que si on construisait l'ensemble des bâtiments construits en France avec des bottes de paille, on n'en utiliserait que 10% des 28 millions de tonnes qu'on en produit par an. Hein, 10%. La totalité de la construction française. Sachant qu'on en abandonne 40% dans les champs. Et sachant aussi que, en fait, la botte de paille est un résidu de la culture du blé, blé qu'on produit. Donc, en fait, on a déjà un produit qui est là, qui est sous la main. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On en abandonne 40% dans les champs, qu'est-ce qu'on en fait ? Le dernier sujet par rapport à ça, qu'il faut souligner, c'est que en fait, on est sur un produit qui est extrêmement durable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la botte de paille est extrêmement durable lorsqu'on la met en œuvre correctement. Et je vous dis ça, pourquoi est-ce que j'ai marqué 100 ans ? Parce que la première maison en ossature bois isolation botte de paille, elle a été construite en France par un ingénieur qui s'appelle Eugène Feuillette. Je suis allé la voir cet été. Alors, je ne vais pas vous présenter la photo de cette maison, mais je vais vous présenter autre chose. C'est une botte de paille vue. Cette botte de paille a 100 ans. En fait, on a percé un mur pour voir à quoi ressemblait la botte de paille à l'intérieur. Et voilà une botte de paille qui a donc 101 ans. Et comme vous pouvez le voir, alors on apprend deux choses. Un, que la botte de paille, elle est neuve. Hein, elle n'est absolument pas... Elle n'est pas partie, elle ne s'est pas décomposée, elle n'est pas partie en poussière. Il n'y a pas de trou de rongeur dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la botte de paille, elle est comme neuve, incapable de faire la différence. Un vieillard de 101 ans, on le voit bien. Une botte de paille de 101 ans, non, je ne peux pas comparer celle d'il y a 6 mois de celle-ci. En revanche, on voit qu'à l'époque, nous, on les lie avec une ficelle, alors qu'à l'époque, elle était cerclée de métal. Vous voyez, ça, c'est un fil de métal. On sait aussi que c'est extrêmement durable parce qu'on a utilisé une caméra thermique pour voir si des rongeurs avaient fait des trous. Des galeries, ce qui est le cas malheureusement de polystyrène, les rongeurs, voilà, on est sur un matériau qui meuble, la laine de verre aussi, qui n'a pas entendu les pas de rongeurs dans des greniers, voilà, ils adorent la laine de verre. Là, on est sur un matériau qui est tellement dense qu'en fait, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Et en plus, ils ne peuvent pas le manger parce qu'il n'y a rien à manger. Les grains, on les a utilisés pour faire de la farine. Et par conséquent, il n'y a rien à manger. Donc, la caméra thermique montrait qu'il n'y avait aucun pont thermique, aucun trou, 100 ans plus tard.
hein. Et là, pour le coup, je ne connais pas d'autres matériaux d'isolation qui sont capables d'avoir ce niveau de performance, sachant qu'elle est extrêmement abondante, qu'elle est un puits de carbone et qu'elle ne nécessite quasiment pas d'énergie grise. Donc, selon nous, on est sur un produit extrêmement intéressant. Alors, vous avez eu ça tout à l'heure. On va regarder parce que finalement, quand on parle d'éco-construction, on nous dit, ben voilà, typiquement, vous avez 3 bonnes raisons de choisir cette brique monomure et l'isolation répartie. Isolation répartie. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que c'est une solution constructive qui respecte la réglementation thermique 2012, qui est celle qui est en vigueur actuellement, qui a une performance thermique élevée et durable. On vous dit que c'est un matériau qui est naturel et qui respecte les exigences sanitaires et augmente le bien-être des occupants. On vous dit aussi que c'est une solution qui génère des économies tout au long de son cycle de vie. Alors, je vous propose qu'on traduise un peu ça, d'accord? Puisque maintenant, vous êtes en train de devenir des experts de l'éco-construction. Alors, performance thermique élevée. La botte de paille, vous vous rappelez, supérieure à 7, le R. Là, on est à 2,6 sur une épaisseur de 30 cm. Et 37 cm, on est sur un R de 3,25. Donc on voit qu'on est 2 fois moins, on est plus de 2 fois moins, moins efficace en termes d'isolation que la botte de paille. Donc performance thermique élevée, ça vous dit que les solutions qu'on préconisait avant avaient une performance qui était encore plus faible que celle-là. Ça vous dit aussi que très certainement, en plus de ce mur, vous êtes obligé de rajouter un isolant. D'accord? Donc vous avez un mur plus un isolant. La beauté de la solution qu'on a évoquée avant, c'est qu'en fait, la botte de paille, elle est à l'intérieur de votre mur, elle fait votre mur. En fait, votre isolant devient votre mur. Ça, en termes de sobriété, c'est quand même assez intéressant. D'accord? Donc on voit que le premier point, il est plutôt faux. Performance thermique élevée, ben, pas assez. En tout cas, rien à voir par rapport à la botte de paille. Est-ce que c'est un matériau qui est naturel? À nouveau, ça se discute. Qui respecte les exigences sanitaires et augmente le bien-être des occupants. Bon, il augmente le bien-être des occupants parce qu'il isole le bâtiment, mais finalement pas tant que ça. Le bien-être, est-ce que vous avez la perspirance des murs? Pas du tout. On est sur un matériau, là, l'humidité ne traverse pas à travers, donc non, pas du tout. Donc bien-être, c'est uniquement sur la partie isolation, donc en fait, on se répète, mais c'est plutôt faux. Et il génère des économies tout au long de son cycle de vie. Des économies de chauffage, peut-être par rapport à une solution encore plus dégradée, mais enfin incomparable par rapport à des solutions extrêmement performantes comme on vient d'en voir. Donc vous voyez, on nous présente un produit comme étant une solution d'éco-construction naturelle, efficace. Bon, maintenant vous pourrez dire, écoutez, non, c'est assez faible. Donc pour résumer, on a une botte de paille qui permet un confort d'hiver, un confort d'été, un confort d'été grâce à la fraîcheur, qui en plus permet un puits de carbone et qui permet un confort grâce à une gestion naturelle de l'humidité. Pour le puits de carbone, je voudrais préciser que prenons un bâtiment de 100 mètres carrés, 100 mètres carrés conventionnel. On va utiliser des parpaings et on va mettre un isolant en polystyrène expansé. Vous aurez un confort d'hiver, indéniablement. Un confort d'été, non. Mais voilà, on aura quand même un confort d'hiver parce qu'on aura une solution qui sera isolée. Durablement, probablement pas, mais elle sera isolée en tout cas au moment de la livraison. En revanche, elle aura nécessité 600 tonnes en termes d'énergie grise avant que vous ayez mis la clé dans la porte, avant que vous ayez allumé la lumière, vous aurez balancé dans l'atmosphère 600 tonnes de CO2. 600 tonnes de CO2, c'est en gros 50 ans de chauffage. C'est 6 millions de kilomètres en voiture. Je ne sais pas combien vous faites de kilomètres en voiture. Je crois que la moyenne française est aux alentours entre 10 et 15 000 par an. Vous voyez combien d'années il faut faire pour faire 6 millions? Un paquet. Donc, on voit que 100 mètres carrés, c'est quand même une quantité de CO2 balancée dans l'atmosphère qui est quand même très importante. Ce même bâtiment, donc 100 mètres carrés, en ossature-bois isolation botte de paille, c'est 1500 tonnes stockées, de CO2 stockées. Donc, on compare 600 tonnes dépensées à 1500 tonnes stockées. Donc vous voyez que l'écart, il est extrêmement important. On n'est pas sur une amélioration à la marge, on n'est pas sur 20% d'économie, non, on est sur une révolution en termes de poids carbone. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette solution. Elle est d'autant plus intéressante que pour la gestion du chantier, on est sur un chantier qui va avancer très rapidement,
puisqu'on est sur, en tout cas dans le cas de Bâtissance, sur une solution préfabriquée. On ne va pas aller sur le chantier pour monter les bottes de paille, on va les mettre mécaniquement dans une ossature bois. Donc les panneaux vont arriver avec les fenêtres percées, voire les huisseries directement installées, et vont arriver directement sur le chantier. Donc on va avoir des chantiers qui vont être, en gros, on va gagner 6 mois par rapport à un chantier conventionnel. On a une filière qui est sèche. Ce bâtiment de 100 mètres carrés en parpaing un polystyrène expansé, c'est non seulement 600 tonnes de CO2 balancées, mais c'est aussi l'équivalent de 50 ans d'eau, de consommation d'eau d'un ménage qui serait dedans. On voit qu'à nouveau, ça consomme beaucoup d'eau, alors que nous, on est sur une filière qui est complètement sèche. On est sur un chantier qui est silencieux, et je rajouterais qui est léger. Le bois est 5 à 6 fois plus léger qu'une solution en béton, et par conséquent, on est sur quelque chose qui va être extrêmement favorable pour de l'agrandissement ou de la surélévation. Une solution bois-paille est effectivement très intéressante pour non seulement du neuf, mais surtout de l'agrandissement et de la surélévation, parce qu'on va être une solution légère. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemblerait à la cabane des 3 petits cochons? Écoutez, pas vraiment. Hein. Je vous présente 3 bâtiments en ossature bois, isolation botte de paille. Vous voyez quelque chose d'extrêmement moderne à droite, qui se trouve dans les environs de Lyon. Une maison extrêmement moderne dans un site très différent, qui se trouve en Italie. Et puis un collège, une école avec un R+2. Et je voulais vous dire que en termes d'éco-construction en bois, on est capable de monter assez haut, surtout grâce à des solutions de type CLT, hein, qui est du bois massif, mais du bois massif dont on met des planches comme ça, puis comme ça. Donc en fait, on croise les fibres, donc on obtient un matériau qui est beaucoup plus solide et qui va avoir un niveau de densité qui va être intéressant. Et grâce à ce CLT, on est capable d'avoir des bois massifs en section importante. Et on a des projets à Bordeaux et à Lyon qui vont jusqu'à des R+15, R+16. Hein, donc des tours de belle hauteur qui sont en bois massif grâce à cette technique. Donc vous voyez que voilà, on ne sacrifie en rien en termes d'esthétique et certainement pas. Et en plus, on obtient un gain de confort qui est considérable. Voilà. Et donc, chez Bâtissance, en fait, nous avons une baseline qui est prendre soin de soi, de sa tribu et de l'environnement. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, en fait, on pense que lorsqu'on se met dans un environnement qui est confortable, lorsqu'on prend soin de soi, en fait, on est capable de prendre soin de sa tribu. On prend soin mieux des autres. C'est une condition qui est nécessaire. Sa tribu, c'est sa famille, si on est dans un logement. Ça peut être aussi ses collègues de travail. Il est sûr que si je suis dans un environnement qui est sonore, on a plutôt envie de dire ta gueule que d'être aimable avec la personne qui est à côté de nous. Hein. Et on pense que prendre soin de soi et de sa tribu, ça ne peut pas se faire au détriment de l'environnement parce que ça serait une logique beaucoup trop court-termiste et que l'environnement est partie intégrante de notre humanité et que donc prendre soin de soi, de sa tribu et de l'environnement est notre baseline chez nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Grâce à nos architectes, on conçoit. Là, vous voyez un rez-de-chaussée, là, un premier étage. On conçoit, on fabrique et on monte des bâtiments qui sont en ossature bois isolation botte de paille. Voilà. Alors, je vous propose donc maintenant de faire la deuxième partie. Je vais arrêter le partage de mon d'écran et je vais partir sur vos questions. Alors, je vois que j'en ai qu'une. Je compte sur vous pour m'en poser d'autres sur l'éco-construction, sur les différentes solutions qu'on a pu évoquer. Et je vais répondre d'abord à cette première-là. Est-ce que la paille résiste à un incendie? Alors, c'est une très bonne question, Eric, et je vous remercie de me la poser parce que j'ai oublié de vous dire qu'on a fait des tests, évidemment, au feu. Alors, on a construit pas mal d'éléments. On considère qu'il y a entre 6 et 7 000 bâtiments en France qui sont en ossature bois isolation botte de paille. Le prochain lycée de Clermont-Ferrand va être en bois paille. Il est construit par une petite PME qui s'appelle Eiffage. Donc, on a fait quelques tests. On a fait des tests et je voulais vous en parler parce que je vous ai parlé de la capacité d'isolation et de déphasage thermique. On a mis le feu. Je vous invite à regarder une vidéo qui s'appelle, vous trouvez sur YouTube, hein, qui s'appelle d'une émission qui s'appelle On n'est pas des cobayes.
et qui a fait un test au feu avec des pompiers d'une ossature bois. Donc, ils ont construit une ossature bois isolation botte de paille et ils ont fait brûler un canapé à l'intérieur. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'au bout d'une heure et demie, alors, le bâtiment n'avait pas bougé, la partie structurelle du bâtiment n'avait pas bougé, donc il était complètement noir à l'intérieur, évidemment, le canapé avait complètement brûlé. Mais au bout d'une heure et demie, la température à l'intérieur était de 600 degrés. Une heure et demie à 600 degrés, la paille n'avait pas brûlé, pas du tout. Et en revanche, ils avaient mis des capteurs à l'intérieur de la paille pour suivre l'évolution de sa température. Et ce qu'on a vu, c'est que la botte de paille était passée de 19 à 24 degrés. Donc, une heure et demie à 600 degrés fait varier une température de la botte de paille de 19 à 24 degrés. Donc, on voit bien deux enseignements que, en termes d'isolation, c'est énorme. Je veux dire, c'est juste saisissant. Quand une heure et demie, la température varie si peu. Et on a la logique du déphasage thermique. On voit que 15 heures, voilà, on comprend bien qu'en une heure et demie, ça n'a varié que très peu. Et puis surtout, ça ne brûle pas. Alors pourquoi ça ne brûle pas? Parce que comme le bottin, en fait, vous avez tellement comprimé les brins de paille qu'il n'y a pas d'oxygène dedans. Ce qui permet la combustion, c'est l'oxygène. Sans air, il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de combustion possible. Voilà. Donc ça, merci Eric pour votre question, c'est fait. Quel est le prix d'une solution bois-paille pour une maison de 100 mètres carrés, Sandrine? Alors, je te remercie pour cette question. En fait, il faut vous dire que à ce niveau de confort, on est sur une solution qui est moins chère que le conventionnel. Pour arriver à ce niveau de confort, il faudra rajouter tellement de matériel qu'on serait sur une solution qui serait beaucoup plus chère. Donc, à qualité égale, on est sur une solution qui est moins chère, qui est à la fois naturelle et beaucoup moins chère. En revanche, de la même façon que tout le monde ne roule pas en voiture de luxe, en voiture dite premium, il y a des gens qui roulent en voiture beaucoup plus en Dacia, par exemple. On peut construire conventionnellement à des prix qui sont effectivement beaucoup plus bas. Et donc, enfin, beaucoup plus bas. On est de l'ordre de 10% plus cher en ossature bois isolation botte de paille, selon la RT 2012. On pense que la RE 2020, donc le successeur de la RT 2012, va renchérir significativement le prix de la construction. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de mal à sortir cette réglementation. Et que d'un seul coup, le conventionnel va devenir plus cher que l'ossature bois isolation botte de paille. Ce qui serait effectivement extrêmement dommageable pour l'industrie. Alors, ce serait une très bonne nouvelle pour nous collectivement dans le temps, mais très dommageable pour l'industrie de la construction telle qu'elle existe en France. Et par conséquent, il y a beaucoup de résistance actuellement. Voilà, donc on est de l'ordre de 10% plus cher, donc quelque chose qui est probablement acceptable, mais pour un niveau de confort qui n'a aucun rapport. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je remarque que j'ai répondu à la question de Sandrine. Est-ce que... Alors, le bois peut-il brûler, lui? Alors, le bois, alors c'est une bonne remarque, merci Sandrine de poser la question. Ce qu'on a remarqué, c'est que paradoxalement, l'ossature bois étant comprise dans la botte de paille, en fait, la botte de paille protégeait le bois. À nouveau, le bois, il va se consumer, mais beaucoup plus lentement. Et toute la partie du bois qui est en contact de la paille, elle va être protégée parce qu'il n'y aura pas d'oxygène et par conséquent, elle ne brûlera pas. Et par conséquent, ce qui est assez contre-intuitif, la botte de paille va protéger le bois du fait de brûler. Il y a un groupe scolaire je crois que c'est ici Moulineau, au sud de Paris, qui a été construit en ossature bois isolation botte de paille, et c'est la première fois qu'on a fait des tests grandeur nature d'incendie sur des ossatures bois isolation botte de paille. Ce que je peux vous affirmer, c'est que le groupement scolaire a été construit, qu'il est en ossature bois isolation botte de paille, et ce qu'on a vu, c'est que effectivement, c'était bien plus intéressant que du métal ou du béton, parce que le béton à haute température s'effrite et casse. Le métal à haute température casse aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est sur une solution qui est intéressante. L'Oréal, c'est une information qui est intéressante aussi, L'Oréal a fait un agrandissement d'un entrepôt de produits inflammables en bois paille.
D'accord? Et les pompiers étaient très favorables à ça parce qu'en plus, il n'y a pas d'émanation dangereuse. Hein. Ce qui est très dangereux dans le feu, c'est lorsque ça s'effondre et lorsqu'il y a des émanations de gaz qui sont toxiques. Dans le cas du bois paille, non seulement il ne va pas y avoir d'émanations toxiques, et en plus, la structure du bâtiment va durer. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pompiers. D'ailleurs, vous avez des casernes de pompiers qui ont été construites en bois paille. Voilà. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé, que vous serez devenu donc, vous aurez des clés pour pouvoir distinguer ce qui est vraiment de l'éco-construction de ce qui est un discours marketing. Et je vous remercie. N'hésitez pas à venir visiter notre site internet ou notre page. On a une chaîne YouTube avec pas mal d'informations dessus. Donc, je vous remercie à nouveau et à bientôt. Au revoir.